Bonjour à tous. Nous sommes réunis pour la table ronde quand les collectivités et les startups innovent ensemble au service de l'environnement. Donc, cette table ronde, en fait, se situe dans le cadre des échanges qui se sont déroulés pour l'élaboration d'un rapport, le rapport du sénateur Bargeton, qui avait reçu une mission parlementaire de la part du Premier ministre pour explorer les voies de collaboration entre les collectivités territoriales, les startups et plus largement voir comment mettre à profit les solutions numériques. Donc le sénateur ne pourra pas être avec nous ce matin, il s'en excuse. Donc je vous propose de commencer nos échanges en donnant la parole à Grégoire de Beaumont, voilà, qui peut peut-être nous présenter l'activité de DeepKey en relation avec les collectivités territoriales et les enjeux de transition écologique. Bonjour à tous. Donc DeepKey est une entreprise innovante dont la mission pour les collectivités, mais pour l'ensemble de nos clients privés également, hein, on fait à peu près la même chose pour tout le monde, c'est de les aider à emmener leur patrimoine immobilier sur une trajectoire vertueuse. On travaille essentiellement sur des parties immobiliers avec une première mission qui est de collecter la donnée principalement d'énergie. Et ça, on a pu le faire grâce à la digitalisation, notamment des acteurs de l'énergie, qui sont très digitalisés en France et qui nous ont permis d'aller récupérer cette donnée de manière assez automatisée. Donc ça, c'est notre première mission, collecter la donnée. Notre deuxième mission, c'est de centraliser cette donnée sur une plateforme numérique, sur une plateforme SaaS, avec un premier objectif qui est d'avoir une vision globale des consommations de son parc, et puis qui donne aussi un certain nombre de fonctionnalités qui permettent à nos clients et à nos collectivités clientes d'aller analyser leur consommation et de pouvoir derrière, évidemment, passer à l'action, puisque c'est le but, c'est d'agir. D'agir sur ces consommations pour pouvoir agir et pour pouvoir agir sur la transition écologique et environnementale de ces parcs immobiliers qui sont ces parcs immobiliers tertiaires, les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. Voilà. Et puis notre troisième mission, c'est de prendre nos clients par la main, donc des missions de conseil, en les aidant à mettre en œuvre leurs actions. Et donc ça, c'est un point important parce que on est un acteur du digital. Néanmoins, notre constat, c'est que même avec du digital, même avec des outils qui sont puissants, même avec des outils de la décision qui permettent de gagner du temps et de gagner en visibilité et de gagner en efficacité, on ne peut pas se passer d'un aspect qui est important, qui est l'humain, qui permet, d'agir, parce que quand on fait un constat grâce à un outil, derrière, il faut pouvoir mettre en place l'action. Et puis également, il y a une partie qui est importante, qui est la partie conduite du changement, puisque mettre en place un outil numérique dans un environnement, dans une collectivité ou même dans une entreprise, ça passe également par une refonte d'un certain nombre de process, d'habitudes, de manière de travailler. Et donc là, il y a une grosse partie conduite du changement. Voilà pour nous. On ne vous entend pas, Véronique. Vous avez coupé votre...
Pardon, donc merci. Bertrand Montubert, vous êtes le président du Conseil national de l'information géographique. Peut-être vous pouvez nous dire quelques mots de votre structure et de son rôle dans la mise à disposition de données. Ah, Bertrand, votre micro est coupé également. En fait, tous les micros sont coupés, je crois. Oui, pardon. J'avais essayé d'éviter d'interrompre les autres participants. D'abord, bonjour à toutes et à tous, et je suis très heureux, évidemment, d'être avec vous. Le Conseil national de l'information géographique est une instance nationale placée auprès de la ministre de la Transition écologique et des Solidarités, qui a pour objet d'assurer la coordination entre les acteurs de l'information géographique dans l'optique de permettre un meilleur développement de cette information géographique, que ce soit au niveau de la production des données et de ses usages. Donc les acteurs qui la composent ou qui participent à ces travaux sont aussi bien des acteurs publics que des acteurs privés, des acteurs publics nationaux ou des acteurs publics territoriaux, parce que c'est un élément évidemment essentiel. Et si j'ai été nommé président alors que j'étais anciennement conseiller régional et puis acteur d'outils régionaux, puisque je préside la plateforme régionale d'information géographique en Occitanie, qui s'appelle OpenIG, c'est parce qu'il est apparu essentiel justement de pouvoir avoir la meilleure articulation possible entre des échelons nationaux et des échelons territoriaux, mais aussi, encore une fois, dans la liaison avec les acteurs privés. Cela dans un monde où, effectivement, la production de données géographiques n'est très clairement pas le seul fait des acteurs publics, mais c'est aussi très fortement le fait d'acteurs privés de manière extrêmement variée et avec un besoin justement de travail ensemble, d'où ce titre que je trouve tout à fait pertinent, comment innover ensemble. En l'occurrence, pour ce qui nous concerne aujourd'hui au service de l'environnement, c'est effectivement un des défis dans lequel le CNIJ veut s'insérer. Beaucoup. Passons aux autres participants de la table ronde, qui sont les autres acteurs de l'équation territoriale de partenariat. Francky Trichet, vous êtes président des interconnectés et vice-président d'une collectivité. Peut-être pouvez-vous nous dire deux mots des interconnectés et des enjeux de votre collectivité? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis vice-président en charge d'innovation du numérique et de relations internationales à Nantes Métropole. Et j'ai la chance, effectivement, aussi d'être coprésident d'une commission numérique au sein qui commune, en fait, à France Urbania aux interconnectés et président des interconnectés. Je salue Céline, effectivement, la directrice générale avec qui on travaille régulièrement, encore ce matin. Donc, l'enjeu des interconnectés, c'est vraiment de pouvoir porter la parole d'une grande diversité des territoires autour des enjeux de l'innovation et du numérique, et de pouvoir, effectivement, aujourd'hui, à la fois avoir de la mutualisation sur des regards croisés, sur des pratiques, avoir des consensus sur des sujets problématiques qui touchent à la fois à la médiation, à la fois à l'innovation à impact, à la fois à l'aménagement numérique du territoire, des enjeux aussi aujourd'hui sur la souveraineté, la cybersécurité. Alors Bertrand, ravi aussi de te voir ici. Sur la donnée, on échange beaucoup sur ces sujets-là, sur ces intelligences artificielles territorialisées. Bref, tout ce qui fait que le numérique aujourd'hui est un enjeu de société qui est de plus en plus porté politiquement par nous, qui est de plus en plus porté par les startups et les grands groupes pour effectivement aujourd'hui développer des services efficients et je vais dire peut-être à la française, et puis aussi une montée en compétences qu'on se doit d'accompagner dans les territoires à la fois chez les citoyens. On voit bien aujourd'hui ce besoin effectivement de construire une société en régime numérique. Et je crois que voilà, les interconnectés, tous les acteurs d'élus présents sur les territoires, mais aussi cette complicité qu'on doit avoir avec le monde privé. Et je salue Grégoire également, qui représente les startups, mais aussi les grands groupes. On a aujourd'hui un enjeu de poser les bases d'un numérique qu'on appelle, nous, de nouveaux responsables à l'échelle de la France, pour que effectivement aujourd'hui, à la fois, on puisse caractériser des valeurs de ce que doit être ce numérique, de ce qui ne doit pas être, sur les dystopies qu'on ne souhaite pas voir venir dans les années 2030, et puis ensuite construire des espaces de gouvernance sur lesquels les territoires peuvent s'exprimer, construire, on va dire,
peut-être des outils à la française, en tout cas revendiquer des produits et des services innovants pour faire en sorte que le numérique soit vraiment au service d'une société plus juste et durable. Et je crois que c'est l'enjeu, en fait, en tout cas, qui nous amène. Et je vois bien que les grandes échéances électorales 2022, que ce soit les présidentielles, mais également, effectivement, la présidence de la France à l'Union européenne, sont pour moi des opportunités pour que, effectivement, responsables dans nos territoires ou engagés d'un point de vue industriel ou économique ou sociétal, de façon plus simple sur le numérique, on puisse échanger. Et puis peut-être porter des objets assez haut niveau pour faire en sorte qu'on puisse fabriquer et faire émerger ce numérique à la française. Beaucoup pour avoir planté le décor sur ces grands enjeux. Céline, est-ce que vous voulez compléter ? Oui, bonjour. Effectivement, donc moi je suis la déléguée générale de l'association Les Interconnectés que Franquine, président, a présenté. Peut-être juste un mot pour rappeler qu'effectivement les collectivités, et notamment les collectivités qu'on rassemble, puisqu'on rassemble les grandes villes et les intercommunalités de France, ont elles aussi une compétence en matière de développement économique en ce qui concerne les intercommunalités. Et donc, elles sont naturellement enclines à travailler avec les acteurs du territoire de par leur dimension, mais aussi de par ces compétences-là. Et il y a une véritable attention des territoires à vouloir faire de l'innovation dans les objectifs politiques qu'a détaillé Francky, mais aussi à embarquer le mieux possible les citoyens, embarquer également les entreprises dans cet esprit de développement économique local. Nous, dans les travaux qu'on a menés sur notamment le manifeste pour des territoires numériques responsables, qui est un peu notre guideline pour les années à venir, qui a été adopté par la Commission et qui a vraiment fait consensus au sein des élus, il y a toute une partie sur l'achat public et le fait que ça peut être vertueux, effectivement, aussi dans la manière dont on peut aider les entreprises à faire le pas du numérique responsable, de la responsabilité de manière globale. Donc, il y a un vrai intérêt. Par contre, effectivement, on a un certain nombre de difficultés historiques qui sont d'arriver à passer à l'échelle, notamment, entre les initiatives locales de start-up et puis celles qui réussissent à vraiment avancer. Et puis aussi, l'autre enjeu, souvent, c'est la capacité, et c'est un des gros sujets qu'on aborde aujourd'hui. On est au début, comme beaucoup d'autres acteurs, c'est cette histoire de création de communs, d'arriver à avoir voilà, des surfaces de travail communes et avec tous les enjeux de modèle économique assez compliqués qu'on a derrière, entre le commun des data, entre le commun des développements, entre le commun du portage ensuite des solutions. Donc c'est tout un champ d'exploration qui est devant nous, mais qui nous paraît effectivement essentiel pour pouvoir avancer concrètement aussi sur toute une série d'innovations. Je vous propose justement de passer à la deuxième ronde de questions, en fait, qui étaient le cœur de la mission, qui était effectivement quels sont les leviers et les freins pour un passage à l'échelle des solutions numériques au service de l'écologie. Donc, dans ce qui a été évoqué, effectivement, on entend des questions de marché public que vous pourrez peut-être développer, des questions justement d'espace commun de données et d'interaction autour de données publiques entre des acteurs privés et des acteurs publics, et peut-être également des questions d'empreinte environnementale. Je propose de commencer ce tour par peut-être Bertrand Montubert, qui peut nous parler effectivement des espaces communs de données, des modalités de gouvernance qui sont plutôt innovantes pour impliquer les citoyens, et puis des enjeux. Et après, Grégoire, vous pourrez peut-être réagir, et ensuite, Monsieur le Président des Interconnectés et Madame la déléguée générale. Voilà, si ça vous va. Très bien, merci. Alors, peut-être rapidement, quelques freins, effectivement, et quelques leviers. Je vais m'exprimer là à la fois en tant que président du CNIJ, mais aussi en tant que président d'une structure qui s'appelle Occitanie Data, donc, qui est en train de basculer en groupement d'intérêt public, dont l'objectif est de créer un cadre de confiance éthique et souverain pour développer l'économie de la donnée. Un premier frein qu'il faut avoir en tête pour passer à l'échelle, comme vous l'avez dit, en gros, passer d'époque
à une industrialisation, c'est finalement les questions un petit peu de standardisation ou de normalisation. Ça, je pense qu'il faut quand même l'avoir très très fortement en tête, c'est-à-dire que le POC a une vertu évidemment importante dans ce qui le permet de montrer que des choses sont envisageables, peut-être même possibles, alors qu'on ne l'avait pas forcément anticipé auparavant. Mais pour arriver à passer à l'échelle, ça va poser la question, est-ce que les modèles de données, par exemple, qu'on aura construits dans un POC, sont effectivement des modèles de données qui sont utilisables par d'autres? Et le gros risque, c'est qu'on se retrouve avec plein de POC sur plein de sujets, avec des modèles de données qui sont incompatibles, et à un moment donné, il va falloir faire des choix. Il y a besoin d'instances de régulation, ou plus précisément de standardisation. Et le CNIL fait partie de ces instances, en tout cas dans ce qui concerne l'information géographique, pour pouvoir justement proposer des standards sur lesquels on va se baser. Je vais te donner un exemple très concret. On a adopté la semaine dernière ou celle d'avant un standard d'accessibilité. Voilà. Quelles sont les données qui doivent être remplies par les différents acteurs qui sont en particulier les opérateurs de l'urbanisme, essentiellement, pour pouvoir indiquer quelles sont les modalités permettant à des personnes à mobilité réduite, par exemple, de se déplacer dans l'espace urbain. Voilà. À un moment donné, il faut se mettre autour de la table pour arriver à le définir. Parce que sinon, on peut avoir telle entreprise qui va essayer d'avoir développer tel modèle avec tel type de données, tel type d'encodage des données, une autre qui va faire autre chose, et à la fin, on ne passe pas justement à l'échelle industrielle, et c'est négatif. Et je voudrais juste donner un élément, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, la standardisation, elle est le plus souvent faite par les GAFA. Donc, si on veut arriver à être quelque chose dans lequel on a effectivement notre mot à dire et des éléments de souveraineté, au niveau national ou européen, c'est un peu comme ça que je l'entends, eh bien, il faut avoir des instances de régulation, encore une fois, comme le CNIL. Peut-être un deuxième frein, et je vais évoquer un levier. Là, je vais le faire avec ma casquette Occitanie Data. C'est la question c'est la question du cadre éthique d'un côté et du modèle économique de l'autre. L'absence de cadre éthique et l'absence de modèle économique équitable sont des véritables freins, je crois, pour le développement de l'innovation dans le secteur de la donnée. L'absence de cadre éthique, parce que dans beaucoup de situations, les traitements de données, en fait, vont nécessiter d'accéder à des données venant d'acteurs différents, d'organisations différentes, qui, pour des bonnes raisons, ne veulent pas se transmettre les données. Tout simplement, elles n'ont peut-être tout simplement pas le droit de se les transmettre. Et pour autant, le traitement de données a besoin d'être fait sur ces données de plusieurs organisations. Alors parfois, si elles n'ont pas le droit, là, on peut évidemment, il y a des solutions techniques pour essayer de faire des choses néanmoins, mais c'est bloquant. Dans beaucoup de situations, ce n'est pas tant qu'elles n'en ont pas le droit, c'est qu'il y a une crainte qu'elles ne puissent, que le traitement de données puisse poser un problème. Et s'il n'y a pas un cadre éthique qui permet d'analyser un cas d'usage, pour savoir si effectivement il est légitime de faire le traitement de données, et en particulier quand on va traiter de données qui sont sensibles, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des données personnelles. Quand on parle de données dans le cadre de l'environnement, il y a un certain nombre de données environnementales qui sont des données sensibles, parce qu'elles révèlent par exemple des données économiques. Si vous avez des éléments de mesure de l'analyse de l'air, par exemple, sectorisée, vous pouvez un peu savoir quelle est l'activité économique qui est à disposition. Est-ce que ça doit être en open data? Est-ce qu'on révèle les choses et avec un risque d'intelligence économique par des puissances étrangères? C'est quand même un véritable sujet. Donc, ces données sont sensibles, il faut les traiter. Par contre, on peut se poser la question, quel est le cadre qui va nous permettre d'acter que le traitement de données, oui, est légitime, et ça, c'est un cadre éthique. C'est ce que nous avons développé dans le cadre d'Occitanie Data, et nous sommes en train de créer un label, justement, pour labelliser des cas d'usage. Et puis, l'autre problématique est sur le modèle économique, et je pense que Grégoire de Maumont ne pourra qu'être d'accord avec moi, je l'espère en tout cas, c'est que le modèle économique dominant aujourd'hui au niveau international, c'est quand même celui des GAFA. C'est-à-dire, quand j'ai besoin d'accéder à des données, je vais acheter l'entreprise qui a créé un service qui permet de capter les données. Voilà, je caricature un tout petit peu, mais il y a beaucoup de ça. Comment on fait dans un modèle qu'on devrait développer en Europe, où d'abord, on n'a pas de société aussi puissante que les GAFA, et d'ailleurs, peut-être est-ce souhaitable, parce que cette puissance est quand même problématique, on le voit bien, pour arriver à faire en sorte que la pluralité des acteurs, justement, puisse définir ensemble
un modèle économique qui permet à chacun, quand il y a de la valeur qui est créée, d'en avoir son juste retour. Aujourd'hui, très clairement, on n'est pas à l'équilibre, puisqu'il y a certains acteurs qui s'enrichissent énormément, il y a d'autres acteurs qui font des dépenses et qui n'en ont pas forcément le retour sur investissement. Ça, c'est un sujet sur lequel nous travaillons avec la Toulouse School of Economics pour arriver à définir un modèle économique. Donc cette question-là, et cette question du modèle économique, je pense qu'il faut vraiment la poser sur la table de manière très très forte, parce qu'il ne suffit pas de dire on a besoin de données, et cette donnée elle doit être accessible à tout le monde, y compris aux acteurs économiques, etc. Oui, sans doute, mais à un moment donné, ça coûte de l'argent de produire de la donnée. Et ça, c'est un coût qu'on ne peut pas passer sous silence. Et il faut que les acteurs soient rétribués, par exemple, dans un cadre de service public, en considérant que c'est nécessaire de le faire et on va le financer. Derrière, la donnée est accessible à tout le monde, mais on sait qu'on s'est donné les moyens de financer la donnée avec la qualité suffisante. S'il n'y a pas le financement pour cette donnée de qualité suffisante, alors il faut inventer un modèle de retour sur investissement pour ceux qui le font. Mais en tout cas, on ne peut pas cacher la poussière sous le tapis comme on l'a trop souvent fait sur ces questions-là. Produire de la donnée, ça a effectivement un coût réel. Beaucoup, Bertrand, c'était très éclairant. Grégoire, je vous propose de réagir sur cette question de modèle économique, puisque vous nous avez fait part effectivement de l'importance de la donnée dans la construction de votre offre de service, et puis des potentialités de développement aussi que pouvez vous offrir en fait l'accès à des données ouvertes. Donc, je vous passe la parole. Donc tout à fait. Alors la question des freins et des leviers, c'est une question qui est très très large et qu'on peut aborder par beaucoup de biais. Je vais rebondir donc effectivement sur les propos de Bertrand Montubert. Donc il y a un vrai modèle économique effectivement autour de cette donnée, ça c'est une certitude, et c'est bien un coût effectivement que d'aller la chercher, ce qui est d'ailleurs une des vocations de notre société. C'est un de nos premiers métiers. Et on a des gens qui nous payent, donc eux, ils ont bien cette notion que cette donnée a une valeur puisqu'ils nous payent pour aller la chercher. Donc ça, c'est la preuve, par A plus B, qu'effectivement, capter la donnée, aujourd'hui, ça a une valeur. L'accessibilité à la donnée, effectivement, c'est le premier frein, et vous l'avez dit, c'est la première difficulté. La première difficulté, c'est l'accessibilité, mais pas simplement l'accessibilité technique, comme vous l'avez bien souligné, mais effectivement, tout ce qui tourne autour de la notion de propriété de cette donnée. Et nous, c'est effectivement une de nos premières contraintes, mais qui est une contrainte, à mon sens, nécessaire. Ou en tout cas, moi, en tant qu'acteur économique, c'est pas moi qui vais décider de dire si oui ou non la RGPD est une bonne chose, une mauvaise chose. C'est une contrainte de notre marché qui, à mon sens, une contrainte nécessaire. Ça en fait partie. C'est-à-dire qu'effectivement, cette notion du consentement, elle est absolument clé. C'est-à-dire que nous, on ne récupère pas un octet de données d'énergie ou de consommation sans que le titulaire de cette donnée, de son contrat, nous ait autorisé expressément à le faire. On n'a pas le droit et on ne le fait pas. Donc ça c'est une chose, et ça fait partie des contraintes du métier, mais je dirais quelque part, nous, on a construit aussi notre modèle par rapport à ça. Donc on en est conscient. C'est des choses que nous prenons en considération. Donc, concernant le sujet qui tourne autour des collectivités, des startups qui innovent, et du modèle économique qui tourne autour de tout ça, il y a une chose qui est sûre, c'est que pour qu'il y ait modèle économique, il faut qu'il y ait besoin. Et donc, on parle effectivement beaucoup du traitement en masse de la donnée, beaucoup des GAFA qui vont chercher de la donnée, qui investissent beaucoup pour l'avoir, pour la récupérer. Nous, ce qui est sûr, c'est que on n'est pas trop, c'est pas trop notre modèle. Notre modèle, nous, en fait, avant même de parler de données, en fait, finalement, on a été capté de la donnée un peu contraint parce qu'on en avait besoin pour notre métier. Mais avant tout,
ce qui est important, c'est qu'on répond, et les startups, les entreprises qui fonctionnent bien sur ce modèle, c'est des entreprises qui répondent à un besoin, à quelque chose de pragmatique. Et c'est ça qui est important. Et c'est d'ailleurs la bonne nouvelle je pense, pour toutes les startups et les entreprises innovantes, c'est que finalement, nous, on est sorti assez rapidement du modèle de startup. Nous ne sommes plus une startup. On est aujourd'hui une petite PME de 150 personnes parce qu'on a trouvé notre modèle. Et si on a trouvé notre modèle, c'est qu'on a répondu à un besoin qui était un besoin terre à terre et pragmatique. Des collectivités qui ont besoin de faire leur transition énergétique et environnementale et qui ont besoin d'une donnée. Voilà. Donc, on a derrière ce digital, derrière cette collecte de données, il y a un vrai métier concret. Et donc, ça, c'est important. Ça va de pair, c'est vertueux. Le modèle économique s'entend à partir du moment où on répond à quelque chose qui est un besoin exprimé. Je vais finir juste sur une chose aussi, sur, à mon sens, le principal frein donc pour des entreprises innovantes qui tournent, qui adressent des nouveaux sujets. Donc, on a dit, c'est pas tant le droit d'accessibilité à la donnée, parce que ça, c'est une contrainte connue et on l'inscrit dans le cadre de nos activités. C'est pas tant avec les collectivités le code des marchés, parce qu'encore une fois, le code des marchés, c'est une contrainte, soit, mais qui est très maîtrisée. Hein, c'est un process de vente, un process commercial formalisé, mais qui reste un process commercial, et que tout le monde est capable, tout le monde est capable de se fondre dedans. D'autant qu'en plus, il y a eu quand même beaucoup de dispositifs sur le digital qui ont permis d'alléger. Hein. Notamment avec les contrats innovants, notamment avec un certain nombre de dispositifs de subventions qui ont permis à des collectivités d'accéder à ces contrats et à des sociétés d'accéder à ces collectivités sans forcément passer par des marchés très formalisés. Moi, je pense que la première difficulté, c'est la définition du besoin. La définition du besoin par nos acteurs publics sur des métiers qui sont assez peu connus. Et pour moi, c'est ça la première difficulté, c'est que parfois, le risque avec le numérique, c'est comme c'est quelque chose qui est assez flou, qu'on se dit que ça rend un peu tous les services. Hein. Vous allez aujourd'hui, effectivement, on l'a dit, avec les GAFA, vous allez sur n'importe quel site de GAFA, vous pouvez tout faire. Et donc, on se dit, tiens, c'est une boîte à outils super magique. Et moi, le risque que je vois, c'est que souvent, les besoins sont extrêmement larges. Parce qu'on se dit, avec ça, je vais répondre à tous mes problèmes. Donc, je vais appeler d'ailleurs tous les services de la collectivité. Tout le monde va faire état du besoin qu'il a là-dessus, qui touche de près ou de loin le numérique. Et on y va et on va se monter un cahier des charges de 150 pages. Et là, encore une fois, chaque acteur du numérique a son métier un peu précis. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Hein. Ce n'est pas parce qu'on fait de la transition énergétique qu'on est capable de traiter des problématiques de parc automobile. Et donc, voilà. Et donc, c'est ça, à mon sens, la vraie attention et le vrai frein, c'est attention à bien définir son besoin, comme on pourrait le faire d'ailleurs pour tous les marchés. Quand on lance des marchés de travaux et qu'on a besoin de faire de la peinture, on ne lance pas un marché également pour des espaces verts. Ce n'est pas dans le même, c'est deux différents. Eh bien, nous, dans le numérique et dans le digital, c'est pareil. Chacun a un métier et il faut faire attention de ne pas faire des choses qui soient trop larges. Merci Grégoire. Alors Céline, avant de vous passer la parole, j'aimerais rajouter une question. Effectivement, si je suis les propos de Grégoire, pendant les auditions, on a entendu évoquer le risque de technosolutionnisme pour des collectivités qui iraient jusqu'à acheter de la Smart City en pièces détachées, mais sans se poser de questions sur l'utilité. Et puis, voilà, on nous a aussi évoqué le camp Amish et Shadok par rapport aux questions numériques et environnement, et peut-être des fois un manque de compréhension, de conseils justement sur ce que peut faire le numérique.
comme solution, à quoi ça sert et quelles sont les transformations qui sont nécessaires pour accompagner son usage. J'ai envie de vous demander comment se situent vos adhérents ou quelle est votre vision, en tout cas, vous qui pratiquez les collectivités depuis un certain temps. Alors oui, je m'excuse par avance si il n'est pas impossible, j'ai une quinte de toux à un moment donné, donc je couperai puis je vous laisserai enchaîner. Donc effectivement, sur le numérique, il y a eu cette vision un peu techno, hein, le numérique magique dont parlait Grégoire. Nous, on est de plus en plus vraiment dans une vision très utilitaire, enfin très utile du numérique, pardon. Et la réflexion en fait sur le numérique responsable, elle vient abonder là-dedans. Et elle est plutôt vertueuse parce qu'on se pose la question de l'usage du numérique à bon escient et pas pour faire bien ou parce que c'est à la mode ou parce qu'il y a une offre de service qui nous arrive dessus. Donc ça, c'est un point qui, à mon avis, est important. Je suis désolée. Et puis je vous laisserai peut-être rebondir après, le temps d'aller me chercher une petite pastille. Le point aussi, c'est de voir comment on peut créer le bon dialogue pour adapter l'offre de services aux besoins des collectivités et faire cette conduite du changement qui, à mon avis, est hyper importante. Ok. Grégoire, peut-être vous aviez évoqué dans nos entretiens préparatoires la façon dont vous avez fait évoluer en fait parfois votre service par les échanges avec vos partenaires en collectivité. Vous aviez notamment parlé des groupements d'achat d'énergie, donc je ne sais pas si vous avez envie de l'évoquer. Oui, tout à fait. Donc, l'analyse de l'usage, hein, voilà. Là, on est sur de l'analyse, effectivement, l'analyse de l'usage. Vous m'aviez posé la question de savoir si les collectivités nous avaient fait grandir et nous avaient permis d'innover. Oui, certainement. Nous, notre première vocation, c'est de répondre encore une fois à un besoin et donc à un besoin de clients, de servir nos clients. On ne vivrait pas si on ne répondait pas encore une fois à un besoin exprimé. Donc on a fait évoluer, déjà à l'époque où on a cherché notre modèle, évidemment, on l'a construit autour de nos clients, donc notamment autour des collectivités ou du service public, hein, puisqu'on avait une partie de notre activité sur ce marché. Donc et une fois qu'on a eu des outils qui ont été bien construits, on a continué à faire travailler de la R&D pour ces gens-là, puisque on a répondu à un premier besoin qui était le besoin de comment je vais chercher la donnée. Donc ça, c'était encore une fois la première difficulté. Et après, derrière, c'est une fois que j'ai la donnée, c'est à quoi je m'en sers, comment je peux l'analyser, comment je peux comment je peux m'en servir dans le cadre de mes missions. Donc, on a développé énormément d'outils d'efficacité énergétique pour des collectivités. Donc, c'était souvent avec cette donnée d'énergie un des premiers besoins. On a fait évoluer des outils de contrôle de facturation aussi sur le marché de l'énergie. Et ça, c'était vraiment un besoin qui était très tourné service public. On a même fait évoluer des plateformes spécifiques, comme vous le disiez, pour des clients publics que sont les syndicats d'énergie, qui avaient des besoins plus spécifiques de gestion de leur groupement d'achat. Donc voilà, donc oui, le public nous a permis le secteur public et les collectivités nous ont permis d'innover. Oui, en permanence, on travaille à faire en sorte de répondre aux nouveaux besoins. Et elles nous ont aussi, c'est assez intéressant, alors là on sort un peu du numérique, aidé sur un point, c'est qu'elles nous ont obligés également à vulgariser notre métier, à rendre accessible cette compréhension des enjeux à des acteurs qui n'étaient pas forcément des experts, puisqu'on ne parle pas de la même manière à un technicien ou à un expert
d'une entreprise, comme on va aller parler de ces sujets-là à des élus qui vont aller prendre cette décision, qui sont issus souvent de la société civile et qui n'ont pas forcément toute l'expertise pour avoir une compréhension très précise du sujet. Donc, elles nous ont beaucoup aidé aussi à ça. Les collectivités, pour ça, pour les entreprises, à mon sens, ce sont des acteurs qui nous aident à construire, qui nous aident à essayer de faire notre métier le plus simplement possible. C'est très fondateur. Il faut tout écrire. Voilà, il faut se fondre aussi dans cette rigueur. Donc, c'est très structurant. C'est ça le mot que je cherchais. Ce sont des clients qui sont extrêmement structurants. Alors, je vous voyais opiner, Bertrand, le sujet effectivement de la vulgarisation, de l'acculturation par les décideurs ou par les citoyens, hein, qui est un sujet qui se pose également pour les questions de données. Pour illustrer, on a rencontré une responsable départementale d'un département qui nous disait qu'effectivement, sur la question de la donnée, ce n'était pas aussi clivant que ça. Par exemple, pour des utilisations de comptage de faune et de flore, repérer, signaler des espèces en danger qu'on aurait vues pour faire une cartographie, il n'y avait aucun problème, mais que les mêmes personnes étaient en opposition frontale, effectivement, lorsqu'on parlait de l'utilisation de leurs données personnelles. Et effectivement, j'ai envie de vous poser la question justement de ce que peut apporter une gouvernance partagée, telle que celle que vous allez proposer avec le CNIJ. Et voilà, comment on assure de la montée en compétences, qui n'est pas de la formation finalement, mais par le projet. Oui, merci. Peut-être avant de répondre à votre question, effectivement, j'opinais et je voudrais partager une préoccupation au fond que j'ai. Vous avez évoqué le terme de technosolutionnisme qui de plus en plus est brandi quand des solutions techniques sont apportées. Parfois à juste titre d'ailleurs, parce qu'effectivement des fois ça peut relever un peu de la pensée magique presque, que voilà, on a des problèmes, bon bah voilà, le numérique va nous les résoudre. Non, c'est plus compliqué et Grégoire de Beaumont avait totalement raison de bien insister là-dessus. Mais il y a aussi le risque qu'un certain nombre d'acteurs aujourd'hui, et notamment par inquiétude par rapport à la manière dont le numérique se déploie aujourd'hui, et avec tous les dangers qu'il y a aussi, considèrent de manière même a priori négative des solutions qui sont basées aussi sur la technologie. Je vais m'expliquer. On est en train de parler d'environnement. Il y a eu un sondage qui est sorti il y a un mois à peu près, où on interrogeait les Français en particulier sur comment ils se positionnaient par rapport au changement climatique. D'une part, est-ce qu'ils considéraient effectivement que l'espèce humaine était un acteur important en réalité de cette évolution du changement climatique. Et il y avait la question suivante qui était posée: est-ce que vous pensez que face au changement climatique, il va falloir inventer en gros des nouvelles solutions technologiques ou changer nos modes de vie? Bon, ce n'était pas exactement la question, je vous le dis de mémoire, mais c'était à peu près ça. Voilà, toute personne, et moi j'ai testé ça, y compris avec des gens qui travaillent au GIEC, etc., face à une question comme ça, vont dire: mais moi je ne sais pas quoi répondre. En fait, c'est les deux. Bien sûr qu'on va être obligé de changer nos modes de vie. Mais s'il n'y a pas non plus des solutions technologiques, comme celle par exemple de DeepKey ou d'autres, on n'arrivera pas en réalité à mettre la transition écologique et énergétique en marche. Ce n'est pas juste en changeant individuellement nos modes de vie ou à l'échelle collective qu'on y arrivera sur une planète qui va atteindre les 9 milliards d'habitants d'ici pas si longtemps. Donc on a besoin effectivement des deux. Donc le point, c'est de justement sortir de ce qui est trop souvent le cas un peu aujourd'hui, c'est-à-dire soit c'est magiquement bon, soit c'est diaboliquement mauvais. Voilà. Donc, on a besoin d'avoir une acculturation profonde sur ce que le numérique peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Voilà, les termes d'intelligence artificielle eux-mêmes posent question. Lui, Julia, fondateur de Siri, grand expert international dans le domaine,
dans ce domaine-là, a écrit ce livre, l'intelligence artificielle n'existe pas. Donc, il y a des vrais sujets qui sont pas neutres par rapport à des non-spécialistes, par rapport à la compréhension, effectivement, de ce qui est en jeu. Maintenant, effectivement, on a besoin de structures de gouvernance partagée, en effet, pour être capable de s'approprier les grands sujets et les conduire. Mais encore une fois, ça doit se faire dans un cadre où on s'est défini les termes d'un cadre éthique pour être en capacité d'analyser les sujets qui sont prioritaires et finalement d'avoir des grilles de lecture, voilà, pour choisir. Un mot, je crois qu'il a été évoqué à un moment donné, mais on ne s'est peut-être pas assez attardé dessus, c'est la question de la sobriété numérique. À chaque fois, ça sera de plus en plus le cas. De la même manière qu'on doit se poser la question quand on se déplace, est-ce que mon déplacement est pertinent, utile? Est-ce que je vais le faire avec un mode de déplacement qui est approprié pour essayer de réduire mon impact environnemental? On doit se poser la question aussi sur des traitements de données qu'on va faire. Et là, au niveau des collectivités, c'est bien entendu quelque chose sur lequel on doit avoir des grilles d'analyse parce que parfois, certains des associations, des citoyens, etc., par exemple, pourraient considérer que l'usage de la donnée par différents acteurs, y compris publics, pourrait être négatif au nom du fait que ça engendrerait des consommations. Il faut être capable de mettre en face quels sont les bénéfices et en quoi, effectivement, les traitements sont nécessaires quand ils le sont, effectivement. Donc, il y a besoin de cadres d'analyse communs pour pouvoir porter, au fond, un tant soit peu de vision commune. Et je terminerai là-dessus. Le gros risque dans notre société qui se fragmente aujourd'hui très fortement, et on le vit de manière extrêmement éprouvante avec ces formes de bulles de conviction un peu étanches qui se forment dans notre société, c'est que ça affecte aussi des sujets comme ceux que nous évoquons aujourd'hui, et que derrière soit un véritable frein au déploiement des solutions qui sont nécessaires pour lutter contre le changement climatique ou pour réduire son impact et s'y adapter. Ok. Donc, je ne sais pas, Monsieur Trichet, vous êtes revenu, je ne sais pas si vous avez envie d'intervenir pour évoquer justement sur ce sujet de l'acculturation, du partage, de la compréhension de ce que peut faire le numérique ou comment peuvent être utilisées les données, donc en mettant à bord élus, citoyens, services, ou alors Céline, vous voulez d'abord intervenir et ensuite, parce que vous avez mené plusieurs initiatives intéressantes dans votre collectivité, mais... Je préfère laisser intervenir Céline, excusez-moi, je suis m'absenter de façon urgente. Oui. Je reviens, donc voilà, pour ne pas tomber okay. sur la soupe. Je vais faire la transition entre les deux du coup, et pardon pour ma quinte de tout à l'heure qui m'a fait vous quitter quelques instants également. Donc simplement effectivement sur ces enjeux de technosolutionnisme rapidement pour répondre à Bertrand, on partage le fait qu'il ne faut pas opposer d'un côté la solution technologique qui serait par essence mauvaise et de l'autre côté les efforts environnementaux nécessaires également. Il est évident que c'est dans l'équilibre des deux. On a besoin, le numérique a besoin d'être sobre aujourd'hui et de prendre conscience de ses propres impacts, ça c'est un point. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est plutôt vertueux parce que ça oblige aussi les collectivités et l'ensemble des acteurs à se poser la question de la véritable utilité de ce qu'on met en œuvre. Et comme le disait Grégoire tout à l'heure, finalement, une start-up qui fonctionne, c'est quand même une start-up qui répond à un besoin. Donc, si on ne répond pas à un besoin, si on n'est pas vraiment utile, ce n'est pas la peine d'y aller pour plein de raisons, parce qu'on va dépenser de l'énergie, on va dépenser de l'argent, on va dépenser des moyens technologiques pour finalement s'arrêter parce que ça ne sert à rien. Donc, c'est plutôt vertueux d'être utile. Après, sur la partie, effectivement, le numérique au service de ces transitions climatiques, écologiques, etc., on le voit par le bâtiment, on le voit par le suivi des consommations, par des alertes, enfin, toute une série d'actions, qu'il y a un impact effectivement et que c'est un des outils pour réussir à limiter l'impact climatique des activités humaines et puis pour trouver des solutions. Donc, nous, on partage complètement ce point de vue-là. Après, la question de savoir comment on peut travailler au niveau des collectivités, le rôle des gouvernances, je pense qu'effectivement, ce travail de gouvernance de la donnée, globalement, est intéressant. Il y a aussi un travail de gouvernance locale des acteurs locaux.
et Francky pourra compléter, parce qu'à Nantes, il y a eu tout un travail de fait, notamment sur une charte de la donnée qui, à mon avis, est extrêmement intéressant et qui devrait inspirer d'autres territoires. L'idée, c'est que la gouvernance locale, elle permet de mettre d'accord les acteurs et de les mettre en action ensemble aussi. Et pour répondre à la question qu'il y a dans le chat aussi, de dire comment on approche les collectivités, évidemment, il y a les salons professionnels, les organisations pour le faire, mais rien ne vaut le dialogue direct avec la collectivité, la compréhension des besoins du territoire pour élaborer des solutions communes. Et là, notamment, on a donc ces enjeux de charte pour travailler ensemble, pour avoir un cadre de confiance, et j'irai pas plus loin pour que Francky puisse le développer, mais il y a aussi des lieux comme des lieux d'innovation communs. Alors, il y avait le Tuba à Lyon, mais il y en a dans plein d'autres territoires, qui sont des lieux où aussi on fait converger des constats de besoins d'un territoire, qui sont posés quelque part par la collectivité, mais qui peuvent être aussi posés par des citoyens, ou en tout cas complétés par les citoyens, et où il est intéressant que l'ensemble des acteurs du territoire, start-up, entrepreneurs, associations, puissent être invités pour faire un vrai diagnostic de besoin et qu'ensuite, on puisse utiliser l'innovation pour voir ce qu'elle peut apporter, ou pas. Des fois, elle ne peut pas apporter, et c'est autre chose qu'il faut faire. Mais ces logiques vraiment de proximité permettent d'avoir quelque chose de mieux cerner la problématique et de la poser dans toute sa complexité. Donc ça, c'est un point qui me paraît important sur le rôle de ces gouvernances. Ce n'est pas seulement pour se faire plaisir parce qu'il faut faire des réunions. Ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment parce qu'en travaillant ensemble à l'échelle locale, c'est là qu'on trouve les clés de solutions. Et on se rend compte que dans des territoires même tout petits, il y a beaucoup de richesses d'acteurs locaux pour apporter aussi des solutions. Et Francky, je te laisse peut-être compléter justement sur ces logiques. Oui, merci. Pourquoi vous avez travaillé là-dessus? Oui, complètement. Je pense que il y a deux enjeux en fait à bien poser. Le premier enjeu, c'est, tu l'as dit, Céline, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut vraiment avoir un effet aussi transformateur auprès des citoyens et embarquer en fait tout à chacun, on voit bien tout de suite, dès qu'on touche la donnée, on a la limite de la transparence, et c'est ce cadre de confiance, il doit être posé. Et pour moi, je pense qu'on partage cet état d'esprit, la collectivité doit être garante de ce cadre de confiance. Et donc, il faut qu'elle soit incarnée, il faut qu'elle soit posée. Donc, à travers un document, nous, on a pris la charte d'engagement. Effectivement, aujourd'hui, les acteurs privés, petits et grands, les collectivités métropolitaines et aussi les villes s'engagent, ils signent un engagement pour, à un moment donné, définir ce cadre. Et ensuite, il y a la version, on va dire, opérationnelle, déclinée d'engagement fort de projets réalisés autour de cette charte. Et donc là, qui définit effectivement un système de gouvernance au sens, puisque derrière la charte, il y a aussi un espace de gouvernance où on se rencontre avec une comitologie plutôt légère. Pas obligé d'avoir une grande comitologie, mais en tout cas une comitologie plutôt légère qui, à un moment donné, fixe le cadre et pose certains sujets, des enjeux. On voit bien aujourd'hui sur la confiance et la transparence, sur certains types de données, la nature des données. On a des échanges qui amènent parfois aussi à modifier des avenants à des contrats très, très spécifiques sur la commande publique qu'on a pu réaliser. Ça, c'est tant mieux. On a eu, par exemple, un exemple très, très clair avec Enedis, où il y avait un flou complètement juridique sur la nature et la propriété d'une certaine donnée. Et grâce à tout ce travail-là, on est allé jusqu'à effectivement modifier un avenant du contrat sur lequel on était avec Enedis pour préciser toutes ces. Donc on va jusqu'à du juridique et c'est très bien. Et ensuite, il faut avoir des projets démonstrateurs qu'on essaie tant bien que mal à faire passer à l'échelle. J'ai vu tout à l'heure Bertrand qui passait justement ce problématique de massification. Et là, par contre, c'est pareil. Il faut qu'on puisse avoir ces espaces d'échange de gouvernance et ensuite des cadres d'engagement financier et humain pour déployer. Et là-dessus, alors après, c'est des périmètres plus restreints, puisqu'après, on va souvent sur des projets dans lesquels on limite effectivement la gouvernance globale territoriale sur le bassin de vie ou bassin métropolitain, dans lesquels on va sur plutôt là, du conventionnement un peu plus classique. Mais la boussole reste quand même cette gouvernance globale. Et ensuite, le maître mot, je crois que c'est la transparence, même sur on dit tout et on partage tout. Et souvent, en fait, on a souvent des projets dans lesquels il y a toujours, encore une fois, une peur, parce que la peur de l'autre, la peur de pouvoir trop libérer sa donnée, ou en tout cas la partager, ou faire en sorte qu'il peut y avoir des conséquences néfastes grand public, par exemple, sur certains types de données qu'on n'aurait pas maîtrisées, alors qu'on ne l'a pas du tout anticipé. Et je crois que ça, à un moment donné, il faut passer outre ça. Le temps de la conséquence néfaste de la donnée qu'on mettrait grand public, sur lesquelles il peut y avoir des choses qu'on n'a pas mesurées. Il
faut arrêter d'avoir peur, je pense aussi. Et ce cadre de gouvernance, et si ça arrive, on y va tous ensemble et on saura en fait défendre s'il y a ces effets néfastes. Donc tout ça, juste pour vous dire qu'à Nantes, on a mis en place cette charte-là depuis 2 ans. On la décline avec beaucoup de projets, en fait, très sur des bipartites, des tripartites, voire plus, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans la mobilité. Et en interne aussi, ce que je trouve ça intéressant, c'est que dans les collectivités, cette charte-là donne un cadre aussi sur les différentes divisions, les différents départements des collectivités. Et ça, c'est plutôt intéressant. C'est-à-dire que la culture donnée, elle est appropriée aussi à travers cette charte. C'est-à-dire que maintenant, les gens qui travaillent dans les déchets ont la culture donnée, ont le réflexe de la donnée. Ils se disent, effectivement, il faut que je pense donner. Donc, cette pensée donnée dans les collectivités, qui est un vrai problème d'ailleurs, à la fois politiquement et dans les services, elle commence aussi à se mettre en place parce que cette charte-là, et on l'a fait vivre. C'est-à-dire que la charte, on a des comptes rendus, on a une équipe donnée, nous, assez... Qui monte en puissance à la métropole. Et donc, que ce soit politiquement, moi, ou que ce soit dans les services, en fait, on l'a fait vivre, on continue à travailler sur des objets d'évaluation éthique de ce qu'est aujourd'hui un projet autour des données. Et donc, il y a encore des choses à faire, mais il faut la faire vivre, c'est-à-dire qu'il faut que les gens, en fait, ils entendent parler de données tous les jours. Et que cette culture donnée, que ce soit sur des petits projets ou d'un point de vue très politique, avec des problématiques de transparence, de confiance et d'éthique, au final, ça ne se décrète pas, mais sur le long terme, ça se fait. Mais il faut avoir cette gouvernance, sinon on fait du vent, quoi. On fait du vent, on fait des réunions de données, et puis en fait, il n'y a pas de cadre. Donc moi, je milite pour des cadres formels, même si juridiquement, la valeur, elle est un peu faible. Mais dans l'état d'esprit et dans l'état d'avancement des projets, on voit que ça reste un cadre de référence. Ok, merci beaucoup. Donc, des espaces communs de données, mais assis sur un projet et en fait, une dynamique territoriale, c'est ça. Il nous reste 5 minutes, donc je vous propose à chacun le mot de la fin sur les conditions qui semblent essentielles à votre avis pour aller plus loin justement dans cette logique d'essayer de faire du numérique un allié pour la transition écologique. Alors soit des conditions plutôt numériques responsables, soit des conditions d'association. Je vous laisse le choix. Et je ne sais pas qui veut commencer en premier, peut-être Grégoire. Je vais commencer, comme ça je vais laisser le meilleur pour la fin. Non, mais moi, ma conclusion, c'est que nous, on est évidemment bien persuadés que le numérique va aider nos territoires à faire leur transition écologique, puisque c'est le fondement même de ce qu'on fait. Donc ça, nous, on n'a aucun doute là-dessus. Donc voilà. Après, une conclusion, une autre conclusion également, c'est que la problématique de digitalisation, et là je rebondirai pour finir un peu sur ce que disait Francky, c'est que oui, nos collectivités ont des problèmes, peuvent être en retard à certains points sur ce traitement de données, sur cette question de la donnée et sur la digitalisation, mais ce ne sont pas les seuls, puisque l'exemple, par exemple, très parlant des acteurs du déchet qui ont du mal à aussi effectivement donner des données à leurs propres clients, c'est-à-dire que les acteurs privés sont aussi souvent en retard. Donc voilà, je pense que c'est un travail commun, c'est-à-dire que quand on disait comment est-ce qu'une collectivité peut aider un acteur à grandir, eh bien ça aussi, c'est plus les collectivités vont le demander, plus les acteurs du privé vont bien être obligés de s'y mettre également. Donc, tout ça, ça va de pair. Ça sera mon mot de la fin. Merci à tous. Merci Grégoire. Donc peut-être Bertrand, si vous voulez bien. Oui, peut-être en mot de conclusion, le rapport du sénateur Bargeton, alors il n'est malheureusement pas là aujourd'hui, traite sur la manière dont le numérique peut effectivement apporter des contributions importantes face aux défis du changement climatique. Je crois qu'on doit aussi se poser la question, peut-on lutter contre le changement climatique sans le numérique ? Et cette question-là, je la pose régulièrement et je pense qu'elle n'est pas suffisamment posée. La réponse
je crois, indubitablement, c'est non, on ne peut pas lutter contre le changement climatique sans le numérique. Mais encore faut-il étayer ça et pas être simplement dans un rapport de conviction contre conviction. Et juste donc en quelques mots pour étayer ces éléments de réponse, parce qu'ils vont être centraux, il y a le fait qu'aujourd'hui, les phénomènes climatiques, par définition, sont des phénomènes systémiques. Alors que toute notre activité humaine a très fortement été organisée autour d'un découpage en tâches, en silos, et on le voit dans tous les aspects de notre vie en réalité, qui font que chacune des actions, on ne l'aperçoit que par son impact sur le cadre limité au sein duquel elle s'inscrit, et non pas sur le cadre environnemental totalement global. Et pour autant, on le comprend bien, c'est bien l'apport des sciences climatiques de montrer comment justement cette juxtaposition d'actions locales a de fait un impact global qui, en répercussion, va donner des impacts locaux. Mais ça veut dire, au niveau intellectuel, au niveau de la compréhension, des évolutions très profondes par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Ça veut dire en particulier des besoins, par exemple, de calcul, quand on veut passer aux énergies renouvelables, qui sont plus du tout du même ordre que quand on est, par exemple, avec une énergie fossile qui a un intérêt, c'est qu'elle est facilement mobilisable et transportable, que ce soit par des oléoducs, par des camions ou ce qu'on veut. Ce n'est pas du tout le cas quand on est en train de parler d'énergie renouvelable. Or, il n'y a pas forcément une compréhension encore suffisamment fine des enjeux de la transition énergétique, par exemple, qui, pour beaucoup d'acteurs, je pense trop naïvement, est bon, est-ce que je remplace des puits de pétrole par des centrales photovoltaïques? En réalité, le point n'est pas que là. C'est que derrière, on a une gestion énergétique dont la complexité explose. Et pour gérer cette complexité, on a besoin du numérique de manière extrêmement importante. Et donc, je crois que un des points aujourd'hui qui est sans doute important pour arriver justement à passer à l'étape suivante, c'est qu'il y ait cette compréhension du fait que nous sommes face à un enjeu systémique et que face à cet enjeu systémique, on a justement besoin, je vais faire un clin d'œil à Francky et Céline, d'interconnecter l'ensemble des acteurs de manière à ensemble construire les solutions, alors que les acteurs se sont construits la plupart du temps de manière extrêmement cloisonnée. Merci. Le mot de la fin, Francky Trichet? Oui, rapidement. Alors, franchement, Bertrand, je pense que tu as mis le sujet sur on a besoin, en fait, de façon très globale, d'un modèle d'évaluation d'impact, on va dire, de façon globale, puisque… Et c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile. Parce que même si on commence à poser ce sujet-là, on voit bien que mesurer tous les impacts directs, indirects, mais pourtant, il nous le faut. Il nous le faut parce qu'on voit bien dans toutes nos collectivités, des fois, sur certains projets, on nous dit, mais attends, on va pas mettre du numérique ici, t'imagines ce que ça va coûter. Mais non, on parle toujours de coûts alors qu'on ne voit pas sur, même dans une temporalité plutôt à moyen, voire long terme, ce que ça peut rapporter. Et ça, on a besoin, effectivement, parce qu'on en est convaincu, je pense tous autant qu'on est. Après, de façon très tangible, il faut qu'on apporte la preuve par la donnée, par le fait, par le chiffre, en fait, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, ce modèle un peu complexe, systémique qu'évoque Bertrand, il faut qu'on arrive, nous, à avoir des outils, et je parle bien d'outils là, très, très, très pragmatiques, dans lesquels on puisse démontrer par A plus B pour le citoyen, mais aussi pour toute la chaîne de décision, qu'on a intérêt d'y aller tous ensemble. Et que là, effectivement, aujourd'hui, qu'on arrête d'opposer parfois le numérique. On est convaincu que le numérique est vraiment au service de la transition climatique. Et il faut, à un moment donné, l'objectiver réellement, avoir des choses très, très tangibles. Moi, c'est ce que j'appelle. Par contre, c'est pas facile, parce que franchement, ces modèles d'évaluation d'impact, on en a certains qui émergent là, mais c'est pas encore aussi systémique que comme Bertrand l'évoque. Et puis, le deuxième sujet, quand même, pour moi, pour conclure, c'est que je pense qu'il faut pas avoir peur des petits projets, il faut y aller. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on essaye trop, il faut prendre des risques et puis peut-être même tout azimut sur le sujet. Parce qu'en fait, on est parfois aussi en train attendre que la belle solution arrive, quelle que soit la… Et je trouve qu'on arrive dans un moment où on se freine sur ces sujets-là. Et moi, j'aime pas ça. J'aime pas il y a 5 ans, on se freinait moins. Là, on se freine de plus en plus. Je ne sais pas si vous l'observez c'est peut-être l'effet Covid ou je ne sais pas. Et j'ai pas envie qu'on rentre dans une temporalité dans laquelle, pour des raisons de doute, d'inquiétude ou de vérité idéologique qui seraient posées par certains, on puisse freiner en fait les expérimentations très pragmatiques dans nos territoires et qu'on puisse aller démontrer soit qu'on a raison,
soit qu'on va vraiment dans le mur, il faut l'arrêter. Mais il faut continuer à expérimenter vite, vite, vite. Et je trouve que là, on est dans une temporalité où on recommence à prendre du temps. Et pour moi, c'est pas source d'innovation et c'est pas source, on va dire, de résolution de problèmes. Donc, il faut qu'on arrête peut-être trop de pensée idéologique sur certains sujets et qu'on continue à innover, encore une fois, avec du pragmatisme et où on avance. Tant pis si on se tape la tête contre un mur un jour. Je dis pas non plus d'y aller de façon naïve, mais il y a sur certains sujets, je trouve qu'on est un peu frileux idéologiquement parlant et j'aime pas ça, moi. En tout cas, je trouve que ça freine un petit peu l'innovation et la création de belles startups et je trouve que c'est pas bon. C'est pas maintenant qu'il faut faire ça. Bon, c'est un peu politique ce que je dis, mais voilà, de temps en temps, on peut se permettre. Non, c'est très fort. C'est voilà, mettre en mouvement les écosystèmes. C'est la complexité, on l'aborde ensemble. Céline, excusez-moi, vous voulez dire le mot de la fin? Non, enfin, je crois que tout a été dit. Peut-être juste redire que les collectivités sont plutôt les alliés sur lesquels il faut compter. Elles ont vraiment pris en compte ces enjeux-là. Elles ont une vraie responsabilité, enfin, envie d'être responsables, de porter ces valeurs de manière importante. Après, il faut, faut travailler ensemble parce que la maturité, on l'a dit à différents endroits, est pas gagnée partout. C'est des sujets éminemment complexes. Donc, ces alliances locales, pour travailler ensemble, pour identifier les besoins et puis travailler à leur réponse par l'expérimentation, etc., sont évidemment importantes. On attend aussi de l'État de de libérer un peu d'énergie, de donner un peu de moyens pour ça, parce qu'aujourd'hui, les collectivités sont quand même très limitées dans leur capacité de financement, dans le fonctionnement notamment. Elles ont signé des pactes disant qu'elles n'augmentaient plus leurs dépenses, mais on leur demande de faire de plus en plus de choses, donc c'est un peu contradictoire à certains moments. Et puis, il y a des choses aussi, quand je parlais de passage à l'échelle, qui se jouent au niveau national et où là, le local vient contribuer, mais ne peut pas faire seul. Et là, on a besoin aussi, et ça c'est encore des petits messages pour le rapport du sénateur qui arrive, mais cette impulsion, un plan commun, donner une impulsion collective là-dessus avec un peu de moyens, nous aiderait quand même vraiment à pouvoir passer un cap et à lancer des bonnes pratiques qui peuvent se généraliser dans un deuxième temps. Donc, on a besoin à la fois de cette dynamique locale dont a très bien parlé Francky et qui est essentielle, mais à la fois aussi de ce relais national et de cette impulsion pour aider aussi ceux qui sont les plus loin à démarrer. Votre micro est coupé, Véronique. Merci beaucoup. Je pense que le message avait été entendu. Donc, on est arrivé au terme de la table ronde. Donc, je vous remercie.